De retour à l'antenne de Canal Sud 92.2 dans l'émission Parlons Culture, Parlons Queer pour la deuxième partie de cette émission consacrée aux privilèges blancs. Donc on va maintenant discuter de comment le système blanc se manifeste dans notre vie de tous les jours et comment est-ce que la suprématie blanche se met en place très concrètement dans la société. À travers deux concepts, la colorblindness ou la cécité raciale et à travers l'ignorance blanche. Si ces concepts vous paraissent un petit peu flous, là, vous inquiétez pas, on explique tout ça et on filera aussi des billes pour devenir un ou une allié antiraciste. On commence par le concept de colorblindness ou de cécité raciale. C'est donc un concept qui a été introduit par le sociologue Eduardo Bonilla Silva au début des années 2000 pour décrire la nouvelle forme de racisme apparue suite au mouvement américain des droits civiques. Cette phrase si commune « je ne vois pas les couleurs » serait une manière de dire « nous sommes tous des êtres humains égaux et que distinguer les personnes selon leur race est raciste ». Avec l'attitude colorblind, on se base donc sur la supposition qu'en ignorant l'identité raciale des personnes, on les traitera exactement de la même façon. Pourtant, ce qu'on disait donc tout à l'heure, il y a des études qui ont montré que la catégorisation selon la couleur de peau s'effectue de manière quasi automatique chez les individus. Et ça encore plus rapidement que celle basée sur le genre. Donc quand on croise ou on rencontre une personne, la première chose qu'on identifie, c'est sa couleur de peau. Et donc par extension, on plaque sur cette personne le panel de préjugés, de discrimination qu'on a intégré. Pour les personnes blanches, la cécité raciale a au moins deux fonctions. Une fonction protectrice, c'est comme une bulle de protection qui leur permet de maintenir une vision positive d'elles-mêmes tout en conservant leurs privilèges. En adoptant une attitude qui se dit aveugle aux couleurs, ils et elles évitent de se questionner sur leurs propres croyances ou comportements liés aux enjeux raciaux. Cette posture de déni racial leur permet de se dédouaner de toute responsabilité en niant les réalités et les vécus spécifiques des personnes racisées et donc d'entretenir le mythe d'une société basée sur le mérite et l'égalité des chances pour tous. En résumé, une personne blanche ne voit pas les couleurs ou est colorblind, c'est donc ignorer que le racisme institutionnel et culturel existe, ça diminue la culpabilité qui entoure les inégalités raciales et ça permet de garder ses privilèges sans avoir à reconnaître leur portée. Bref, c'est tout bénef. Voilà, je me tourne vers vous, Leï et Christian. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression « je ne vois pas les couleurs » et quels impacts découlent selon vous d'un tel discours dans vos domaines respectifs ? Et oui, franchement, c'est une phrase qu'on entend tout le temps et qu'il faudrait vraiment arrêter de prononcer. Et surtout que ça a vraiment beaucoup de conséquences, notamment le fait de faire que les personnes racisées se sentent illégitimes dans leur racialisation. C'est-à-dire que, en fait, moi, on me dit que on me traite comme une personne blanche, et du coup, je vais avoir l'impression en fait, comme on me le dit, que c'est le cas, et du coup, je vais faire moins attention aux mécanismes de racisme et aux violences que je subis. Et du coup, en fait, je vais plus accepter des violences symboliques ou des violences racistes en me disant, attends, mais peut-être que c'est moi qui exagère, etc. Ça crée un sentiment d'illégitimité, alors que ce soit clair, c'est jamais nous qui exagérons, hein. C'est toujours la personne blanche qui a été raciste. Et du coup, oui, ça crée vraiment ce sentiment d'illégitimité. Et aussi, ça fait que les personnes ne prennent pas en compte nos spécificités. Mais en fait, on a besoin d'un accompagnement particulier. Par exemple, je vois dans les milieux militants où c'est très nécessaire de toujours faire des rapports de force, etc. En fait, où nous, on est des populations qui avons été éduquées au silence, en tout cas à la silenciation, etc. Où on a plus de mal à prendre de la place parce qu'on cherche plus à se cacher. Et du coup, en fait, si il n'y a pas un effort actif pour nous donner la parole, c'est beaucoup plus dur pour nous de la prendre que pour une personne blanche. Ça peut être la même chose dans le cadre scolaire, etc. Et donc c'est pour ça que c'est important en fait d'avoir un accompagnement en fait qui est différent et qui est adapté. Puis aussi
souvent la color blindness, c'est vraiment basé sur des préjugés. Moi, je sais que du coup, je suis une personne maghrébine, donc j'ai la peau moins foncée que des personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne ou afro-américaine, etc. C'est le concept. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire que je suis une personne blanche, mais en fait, c'est juste que je ne corresponds pas à leurs préjugés raciaux. C'est-à-dire que si je portais un voile, il n'y aurait pas de doute sur le fait que je suis arabe. Si j'avais un maquillage qui correspond pour eux à leur image du maquillage des beurettes, franchement, il n'y aurait pas de doute. On se dirait pas que j'ai la peau blanche, on verrait bien qu'elle est marron. Et du coup, c'est ça aussi, ça permet juste d'enfoncer ces préjugés-là. Et puis aussi, tout simplement, c'est hyper grave de nier en fait le vécu de la personne, parce que nier notre racialité, c'est nier notre vécu, c'est nier toutes les violences qu'on a vécues. Et ça, en fait, c'est profondément insultant. Et il y a aussi, moi, par contre, ce qui me fait rire au niveau du colorblind, c'est des personnes, en fait, qui pensent qu'on va avoir le même discours que les personnes blanches. Je vois, par exemple... il y a plusieurs personnes dans Bombardé de Fac qui ont pu faire des interviews avec des journalistes lorsqu'elles étaient dans des collectifs de personnes blanches. Et du coup, les journalistes, tant qu'on parle de tout ce qui va être du féministe blanc, mainstream, c'est très bien vu, on voit que le journaliste sourit. Et dès qu'on commence à attaquer les mêmes problématiques avec des angles antiracistes, on voit tout de suite le regard qui change sur la personne. Et il y a juste un truc moi j'ai envie de leur dire, en fait, mec... c'est toi, t'as pris une personne racisée pour parler, tu penses qu'on va parler de la meilleure façon que les personnes blanches, sauf que c'est faux. Je le vois par exemple, un journaliste qui avait invité une de mes camarades à parler de la télé-réalité et le sexisme dans la télé-réalité. Tant qu'on est sur oui, c'est misogyne, la télé-réalité, tout leur va. Mais quand on commence à dire que c'est classiste, quand on commence à dire que c'est raciste, que ça passe en fait par l'orientalisme, par le fait de fétichiser des corps arabes, que ça passe par l'appropriation surtout des codes orientaux par des personnes blanches, et là tout d'un coup ça plaît moins. Ça s'est aussi beaucoup reflété avec l'élection de Kamala Harris. En fait, en tant que personne racisée, on va pas faire des pages et des pages de bien sur Kamala Harris. Ok, oui, elle protège les personnes queer, les femmes, et c'est clair que face à Donald Trump, c'est pas du tout le même danger et qu'on aurait voté pour Kamala Harris, mais en fait c'est une personne qui est à la tête d'un des plus gros empires impérialistes du monde. C'est une personne qui refuse de parler de la question palestinienne, qui refuse de reconnaître l'autorité palestinienne, et en tant que personne racisée, ça on va pas le laisser passer. Et donc forcément en fait, si c'est nous que t'invites pour parler de ces questions-là, on va pas les occulter et on va en parler, quoi. Donc prenez-nous pour ce qu'on est vraiment, ça sera même mieux pour vous. Je crois que tu as tout dit. Je sais pas quoi rajouter. Sauf que, il faut dire que cette expression, je ne vois pas la couleur, généralement, pour moi, c'est une casquette que les gens aiment souvent porter pour pouvoir un peu cacher les discriminations. Moi, je vois pas. Non, nous sommes tous égaux, nous sommes tous mêmes. Pourtant, on sait tous qu'au fait, c'est une réalité, c'est un fait. Pour moi, au fait, voilà tout. Vu que tu as tout dit, je vais pas rajouter. Carrément, c'est un fait qui est là, on peut pas l'ignorer, quoi. Ouais, on sait que vous mentez quand vous le dites en plus. Alors, nous, on le sait qu'on n'est pas blanc. Donc, si vous le dites, on sait que vous mentez. Donc, c'est toujours un peu ridicule, quoi. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment la phrase qui illustre le privilège de regarder ailleurs. Parce que, en fait, quand on est une personne racisée et quand on connaît le racisme et ses conséquences, ça nous colle à la peau. C'est dans notre quotidien. Alors que toi, quand tu le vis pas de ta position de petit blanc privilégié, mais en fait, quand c'est inconfortable, tu regardes ailleurs et là tout va bien. En fait, c'est ça, pour moi c'est vraiment la définition du privilège, c'est le luxe de pouvoir regarder ailleurs quand la situation elle devient inconfortable et désagréable. Généralement je dis même je me dis parfois, qui es-tu pour le dire? Moi je peux me permettre de le dire, mais toi ne le dis pas, au fait. C'est ce que j'aime toujours à dire aux gens, en fait. Moi je peux me permettre de dire, je vois pas la couleur, parfois pour me conforter dans ma tristesse, dans ma douleur. Mais toi, ne viens pas me dire au fait que non, je vois pas la couleur, pendant que tu es en train de me dire, nous sommes différents. Donc c'est un peu hypocrite pour moi de le dire, je ne vois pas de couleur. Pourtant, là même, dès le moment où tu le dis, en fait, tu viens de poser le truc. En fait. Oui, c'est une super transition pour l'ignorance blanche. L'ignorance blanche est un concept clé des études de la blanchité de Charles W. Mills. Charles W. Mills est un des philosophes contemporains les plus influents, connu pour sa contribution à la philosophie sociale et politique, en particulier à la théorie politique critique centrée sur la classe, le genre et la race, notamment à travers son ouvrage Le contrat racial.
Et j'aimerais bien vous lire un extrait d'une de ces citations. Imaginez une ignorance qui résiste. Imaginez une ignorance qui réplique. Imaginez une ignorance militante, agressive, qui ne se laisse pas intimider. Une ignorance qui est active, dynamique, qui refuse de se taire, qui, loin de se limiter aux analphabètes et aux incultes, se propage au plus haut niveau de la terre, se présentant même éhontément comme un savoir. L'ignorance blanche, ce sont tous les processus sociaux et politiques qui consistent à minimiser ou à manipuler l'histoire et à ignorer les réalités du racisme systémique et culturel et donc de la domination blanche de la société actuelle. Et je trouve que c'est vachement interconnecté entre colorblindness, ce qu'on disait jusqu'avant. Et donc, une des facettes de cette ignorance blanche, c'est la façon de contrôler la mémoire et de réécrire l'histoire à sa façon. Moi, je viens de La Réunion, toute ma famille vient de La Réunion, qui est une colonie française toujours en place. Et à l'école, en grandissant, on nous a jamais dit que c'était une colonie. On nous a parlé des dom-toms, des départements et des territoires d'outre-mer, que c'est la France. Enfin, moi, je vois encore au supermarché, tu sais, le drapeau français sur les bananes, genre d'origine France. En fait, non, pas du tout. Ce sont d'autres pays qui ont été colonisés, qui aujourd'hui ont fait le choix de rester encore sous tutelle française pour plein de raisons, je pense, économiques. C'est très difficile de choisir l'indépendance parce qu'on voit les impacts que ça peut avoir, notamment par exemple aux Comores, de choisir l'indépendance. Mais voilà, tout ça pour dire que, en fait, la France contrôle la mémoire et fait le choix de cette ignorance blanche en sa faveur. Dans l'épisode précédent où on a parlé de racisme systémique et de racisme de tous les jours, on en a aussi beaucoup parlé en fait de quels choix politiques sont faits dans les programmes éducatifs à l'école. Voilà, et d'un point de vue un peu plus individuel, l'ignorance blanche, c'est le privilège, ce que tu disais Joe, de ne pas penser au racisme, de ne pas s'en rendre compte, de ne pas savoir. Quand c'est trop inconfortable, on se dit « Oula, moi je vais regarder ailleurs ». De toute façon, je ne suis pas concernée par le racisme. Mais on écoute Claire Richard du podcast Blanc comme neige définir l'ignorance blanche. Ne pas savoir qu'on est blanc, ne pas savoir grand-chose du racisme et de son fonctionnement, c'est pas juste un oubli ou un choix personnel parce qu'on était plus intéressé par le running ou la poésie. C'est le produit d'une organisation sociale. C'est ce que le sociologue afro-américain Charles W. Mills appelle l'ignorance blanche. Le fait d'ignorer activement les effets de la race et du racisme sur la société quand on est blanc. Quand je l'ai découverte, cette notion d'ignorance blanche est venue éclairer un phénomène que j'avais déjà remarqué chez moi. Une propension quasi physique à éviter le sujet du racisme et de la blanchité, même une fois que j'avais commencé à travailler dessus. Comme le dit Claire Richard dans cette capsule, l'ignorance blanche, c'est le fait d'ignorer activement les effets de la race et du racisme sur la société. Elle parle aussi de cette tendance à éviter les sujets qui tournent autour du racisme. Et du coup, voilà, ce que je disais juste avant qu'on écoute cette capsule, c'est... moi, j'entends beaucoup de personnes blanches me dire « Moi, je veux pas parler de racisme, je suis pas concernée. » Et je pense que, fondamentalement, en fait, on est tous concernés par le racisme. Et dans cette phrase « Je ne peux pas parler du racisme parce que je suis pas concernée », là, bingo, on est en plein dans l'ignorance blanche. Et du coup, évidemment, je pense que là, on a un besoin que les personnes blanches s'emparent du sujet, évidemment à partir de leur prisme. Voilà, on ne va pas demander aux personnes blanches de parler des cheveux des personnes racisées, enfin, c'est pas du tout le sujet, mais de parler de suprématie blanche, de privilège blanc. Du coup, voilà, je me tourne vers vous. Est-ce que vous êtes familier avec ce terme, l'ignorance blanche ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Et comment est-ce que l'ignorance blanche se manifeste dans vos domaines respectifs ? Ouais, en fait, l'ignorance, il faut le dire, pour moi, c'est une excuse. C'est toute une excuse. Et si on parle même du fait que c'est une excuse, l'ignorance, c'est un mal, en fait. L'ignorance n'est pas une bonne chose. Quelqu'un dit souvent qu'il faut tout faire pour ne pas mourir ignorant, car c'est pas bien. Et du coup, pour ces personnes qui, quand on parle de l'ignorance blanche, des problématiques, des gens qui disent « Ah non, je ne suis pas encore en Afrique, c'est pas... » Non, en fait, vous avez fait des recherches. Aujourd'hui, si vous êtes une personne qui est civilisée, éduquée,
crois que vous avez eu à lire des ouvrages et du coup vous êtes quand même questionné sur ces questions. Maintenant, voulant ne pas prendre parti pris sur certaines thématiques concernant le racisme ou encore de différentes couleurs, pour moi c'est prendre position. Dès le moment où vous décidez de ne pas en parler, vous avez déjà pris position. Donc, comme je l'ai dit, au fait d'ignorance, c'est une excuse, franchement. Oui. De dire qu'on veut ignorer la différence de couleur ou encore l'existence du racisme, c'est avoir pris position. Et ça me fait penser, je fais le parallèle, parce que du coup, quand j'ai des personnes proches autour de moi qui me disent ça, je leur dis, mais en fait, c'est comme le féminisme, en fait. On a lu plein de livres, on a écouté des podcasts, on a étudié la question, et on devrait, en fait, se dire antiraciste, ça devrait suffire. Ben non, en fait. On a besoin aussi de s'éduquer, de déconstruire, on va prendre des claques, ça va être difficile, mais c'est un travail qui est nécessaire, je pense, pour être véritablement dans une lutte antiraciste. Ouais. Tu parles beaucoup quand tu dis que les personnes blanches vont s'estimer pas concernées par les luttes antiracistes. En fait, si tu es concerné, parce que si tu es blanc, tu as une haute probabilité de créer des violences racistes. En fait, tu es la personne la plus concernée. En fait, ton ignorance, elle est dangereuse pour les personnes racisées parce que ton ignorance fait que tu vas créer des violences. Mais après, dans un sens, moi, l'ignorance, je la vois vraiment comme un privilège. Parce que vraiment, quand on s'intéresse aux questions antiracistes, c'est pas très bon pour la santé mentale. Hein. Quand on voit tout le système de suprématie blanche, etc., de la même façon que quand on comprend tous les enjeux de l'hétéropatriarcat, franchement, on dort moins bien la nuit. Hein. Mais c'est hyper important pour pas être violent. Et puis, vraiment, j'ai l'impression que l'ignorance, elle empêche d'agir. En fait, si tu savais à quel point ton pays, il a complètement pillé pratiquement tout le reste du monde pour être riche actuellement, peut-être que tu te mettrais à agir en fait dans les luttes décoloniales. Et de la même façon que tu profites des richesses de la France, en fait. Parce que en fait, tout le système, par exemple, de santé qu'on a, de transport public, etc., on l'a parce qu'on est dans un pays riche. On est dans un pays riche parce qu'on a appauvri d'autres populations. Et ça, c'est hyper important à retenir. Donc ça, c'est à une échelle plus globale, mais à une échelle individuelle aussi, c'est pour arrêter les productions de racisme individuel. Moi, j'entends beaucoup la phrase aussi, oui, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Mais en fait, est-ce qu'on va demander à l'ami noir comment il se sent avec son copain blanc? Parce que franchement, on est plein de personnes racisées à avoir des amis racistes. Hein. Ça veut pas dire qu'ils sont antiracistes. Et je trouve ça hyper important aussi que les personnes blanches qui sortent 2-3 trucs antiracistes dans l'année se rendent compte que c'est pas parce que tu dis ça que les personnes racisées se sentent safe et en confiance en ta compagnie, quoi. Oui, et Robin DiAngelo, elle le dit super bien là dans ce podcast que je vous invite grandement à écouter, Blanc comme neige. Du coup, Claire Richard l'a interviewée. Robin DiAngelo, c'est une sociologue, une autrice et militante sur les questions antiracistes qui a écrit notamment La fragilité blanche. Et elle parle de ça. Elle dit que les personnes en fait les plus dangereuses pour le racisme, ce sont les personnes de gauche. Parce que c'est tellement insidieux, ça se voit pas, y a quelque chose de caché sous plein de couches de bienséance et de politesse. Alors que chez les fachos, au moins c'est clair, c'est dit, les personnes racisées peuvent alors se protéger. Il y a quelque chose de clair et de concret. Alors que voilà, chez les personnes de gauche, c'est là où c'est le plus dangereux pour les personnes racisées et le plus difficile à déceler et donc de se protéger et de se défendre même. Ouais, moi je pense qu'il y a vraiment un gros travail parce que quand moi je me suis attelée justement à cette question de l'ignorance blanche, quand j'ai compris aussi les moments donnés où j'avais été raciste, en fait ça fait mal, ça te met face à plein de culpabilité et de honte, ce qui est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on se soucie en fait. Et une fois que tu as accepté ça et passé ça, et en fait ça te met au travail et ensuite en fait sur comme beaucoup de sujets tu t'éduques. Et moi notamment ça a été grâce à un bouquin qui s'appelle, et je vous encourage à le lire, Layla Assad, Moi et la suprématie blanche, et il est trop bien parce qu'en fait à chaque chapitre t'as plein de petites questions, en fait tu te poses et c'est vraiment une introspection sur en fait le fait d'être blanc et ton rapport aux personnes racisées, au système, et tu comprends que le racisme c'est en fait quelque chose de structurel, complexe. Loin en fait, à l'école on te dit que c'est quelque chose, c'est un acte individuel méchant, mais on t'apprend pas du tout
en fait, que ça va avec un sac à dos de privilèges, comme on en parlait tout à l'heure, et qu'en fait, toi, tu as des choses aussi que tu peux faire, et que ça suffit pas juste de se dire moi je suis pas raciste. En fait, on l'est tous. Voilà, moi c'est ce que j'ai compris. Et ok, des fois ça nous arrive, mais l'important c'est d'en prendre conscience, de s'éduquer et de pas le recommencer. Oui, et puis c'était, enfin, tu vois, moi, ça me fait vraiment, mais à chaque fois, ça fait pas ce parallèle dans ma tête. C'était la même chose avec le féminisme. Je me rappelle, enfin, les premières années où j'ai commencé à écouter des podcasts, à me renseigner sur la question, je prenais des claques. Je me dis, oh, ah ouais, en fait, je comprenais, je mettais des mots sur des choses. Et c'est inconfortable. Et en même temps, c'est hyper libérateur et ça permet de continuer à avancer. Et je pense que tu disais sur la honte, c'est hyper important dans le racisme. C'est, on va avoir honte, mais la honte, c'est un levier d'action aussi. Je veux dire, quand on se rend compte que, quand on est dans cette culpabilité, dans cette honte, ça peut être aussi un moteur de changement. Oui, je me rappelle toujours, là j'ai honte, mais ce sera toujours moins douloureux que l'humiliation que les personnes racisées connaissent en subissant le racisme. Et en fait, c'est-à-dire de pas non plus te mettre dans une posture victimaire ou qui va te dire, où justement tu vas être avec les white tears, les larmes blanches qui vont être là, qui peuvent aussi être insupportables pour les personnes racisées, parce qu'en fait, même l'accès à l'émotion aussi, en fait les émotions sont politiques et Robin DiAngelo en parle très bien. C'est aussi te dire, ok, c'est comme voilà, quand on commet un acte, que ce soit raciste, transphobe ou homophobe, ou quand on mégenre une personne, ok, mince, j'ai merdé, c'est quoi tes pronoms ? La prochaine fois, j'y ferai attention. Et de pas prendre toute la place. Voilà, de connaître, je pense que les privilèges, c'est aussi check tes privilèges et connais ta place. Il y a beaucoup de ça. Oui, complètement. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le racisme dans les milieux de gauche, qui est beaucoup plus insidieux et vraiment tout autant douloureux. Dans les milieux militants notamment, en fait, il y a le fait que ça regroupe beaucoup de personnes qui sont précaires et marginalisées. Et du coup, des personnes qui ont l'impression que, en fait, on est tous sur un pied d'égalité face à cette marginalisation-là. Et en fait, nous, on n'est pas en train de dire que votre expérience, enfin, que votre vie n'est pas une souffrance et n'est pas difficile. On sait que pour les personnes handies, que pour les personnes trans, que pour les personnes précaires, oui, enfin, c'est super compliqué. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pas votre couleur de peau qui a rendu votre vie plus compliquée. Et c'est ça vraiment sur lequel on veut appuyer. Oui, carrément. On va clôturer cette partie-là en écoutant un extrait d'une lettre de Virginie Despentes adressée à ses amis blancs qui ne voient pas où est le problème. Je suis blanche. Je sors tous les jours de chez moi sans prendre mes papiers. Les gens comme moi, c'est la carte bleue qu'on remonte chercher quand on l'a oubliée. La ville me dit « tu es ici chez toi ». Une blanche comme moi, hors pandémie, circule dans cette ville sans même remarquer où sont les policiers. Et je sais que s'ils sont 3 à s'asseoir sur mon dos jusqu'à m'asphyxier, au seul motif que j'ai essayé d'esquiver un contrôle de routine, on en fera toute une affaire. Je suis née blanche, comme d'autres sont nés hommes. Le problème n'est pas de se signaler. Mais moi, je n'ai jamais tué personne, comme ils disent. Mais moi, je ne suis pas un violeur, car le privilège, c'est avoir le choix d'y penser ou pas. Je ne peux pas oublier que je suis une femme, mais je peux oublier que je suis une blanche. Ça, c'est être blanche. Y penser ou ne pas y penser, selon l'humeur. En France, nous ne sommes pas racistes, mais je ne connais pas une seule personne noire ou arabe qui ait ce choix. Virginie Despentes est une écrivaine et dans cette lettre, rédigée après la manifestation en soutien à Adama Traoré, elle dénonce le déni du racisme et explique en quoi être blanc ou blanche est un privilège. On va faire une courte pause musicale avec Little Sims et Little Dragon. Little Sims, c'est une icône de rap de la scène anglaise, musicienne, rappeuse, compositrice originaire de Londres. Elle est connue pour son flow percutant et sa capacité à mêler introspection et messages puissants. Elle nous partage ses doutes, ses peurs, mais aussi sa résilience et son espoir dans le morceau Pressure.
Oh, let me apply the pressure, ayy. Start off before we end up, get your march on your mark, get set, ready, gunshot. I've got my hands in the air, saying don't shoot. How in the world could you dare let it bust through? Now do you care about all the eyes on you? Now you wanna say we're telling lies on you? Same motherfuckers I be killing off the planet are the same fuckers advising you. But true, the stuff is surprising too. See them probably just offer depriving youth. Why you wanna all dress lies as truth? Have you ever seen what silence do? I don't wanna see no violent troops putting out fires that haven't ever been started. With a rotted man, I'm tired too, but I don't lose, I refuse. Take a walk in my shoes, or any other young black person in this age. All we ever know is pain, all we ever know is rage. That book starts on this page, do not try to relate. It's either you do or you don't shit, it's either you will or you won't hope, but still got you engaged. Don't take offense, it's too late. I say this to those that never been poverty stricken, always have a silver spoon to feed off. It may not be your fault, heard that line before, leave that privilege shit at the door. I don't care about none of that shit, say it loud and keep playing my shit. De retour sur Canal Sud 92.2 dans l'émission Parlons Culture, Parlons Queer. Aujourd'hui, on parle du privilège blanc et on accueille Lay du collectif Bambaritfa et Christian de l'association Dreams. Avant la pause musicale, on a parlé de ne pas voir la couleur et d'ignorance blanche. Nous arrivons dans la dernière partie de notre émission et pour l'introduire, j'aimerais vous lire 2 extraits de Layla Saad dont je vous parlais tout à l'heure et de son livre « Moi et la suprématie blanche ». Votre silence est complicité. Votre inaction est un soutien à la suprématie blanche. Si vous ne travaillez pas activement à démanteler la suprématie blanche, vous la maintenez activement. Vous ne pouvez pas démanteler ce que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas remettre en question ce que vous ne comprenez pas. Ce travail commence par voir et comprendre. Maintenant, on va parler le fait de s'affirmer antiraciste ne suffit pas. Et moi, j'aimerais, pour introduire cette thématique, vous poser une question. Quels conseils aimeriez-vous donner aux auditeurs auditrices blancs et blanches qui nous écoutent pour tendre vers un réel antiracisme? Pour moi, l'important, c'est vraiment d'arrêter l'antiracisme moral. En fait, moi, ça m'intéresse pas que tu sois antiraciste pour être une bonne personne. Voilà, même si je sais que c'est confortable l'antiracisme, en fait, pour moi, c'est important de mettre l'objectif au bon endroit. Je veux que tu sois antiraciste pour nous aider à renverser le système de la suprématie blanche. Ça m'intéresse pas que toi, tu sois pas raciste envers moi. Je veux vraiment que tu participes à faire en sorte que toute ta communauté soit moins raciste envers toute ma communauté. Donc je trouve ça vraiment important de garder l'objectif au bon endroit. En fait, on n'est pas antiraciste pour avoir moins honte de soi-même et être une bonne personne, mais vraiment pour renverser le système, quoi. Moi, durant toutes mes interventions, j'ai toujours une seule et même conclusion, de dire au fait le monde est régi par la domination. J'aime toujours le dire. Racisme, homophobie, grossophobie. Pour moi, j'aime toujours le dire, nous sommes tous dans le même sac, au fait. Et à chacun sa lutte, mais nous sommes tous dans un merdier où, au fait, il faudrait bien qu'on se libère de cette domination. Et quoi de plus beau, quoi de plus fort que de se tenir la main dans la main. Parce qu'en fait, moi, je suis dans plusieurs luttes. C'est de faire comprendre à toutes ces femmes, tous ces hommes blancs, noirs, au fait que il faut carrément se libérer de cette domination. Tous ces mots qui nous minent, que ce soit la discrimination, le racisme, l'homophobie, au fait, tout cela est régi par une domination d'une personne sur une autre, au fait. Ou alors d'un État sur un autre. Donc du coup, j'inviterai tous les auditeurs et auditrices à être la main dans la main et de voir le réel problème. Et surtout comme on parlait de l'ignorance, de surtout s'informer, de beaucoup s'informer avant de s'engager dans des luttes, au fait. Il faut beaucoup. On n'entre pas par la tête, mais il faut entrer par les pieds. Question de comprendre les luttes dans lesquelles nous entrons afin de pouvoir au mieux militer. Merci. Et en plus, sur le fait de se renseigner, il y a vraiment plein d'outils qui ont été déjà mis en place par les personnes racisées. Et c'est important de vraiment se saisir de ce travail. En fait, il n'y a pas d'excuse pour pas se renseigner parce que, dans toutes les dernières années, les personnes racisées ont vraiment fait le taf, en fait, pour que vous puissiez, en tant que personne blanche, vous éduquer. Donc faites-le, en fait, parce que clairement, écrire un livre entier sur l'antiracisme, en fait, c'est plus compliqué, plus engageant que juste une personne blanche le lise, quoi. Et ça, c'est important aussi de le comprendre. Moi, j'aimerais inviter à intervenir quand on est témoin. Et donc, ça veut dire casser l'ambiance en soirée, au repas de famille, dans les endroits où, oui, en fait, l'oncle, la tante, la grand-mère fait une blague raciste, mais on adore cette personne, donc on va rien dire. Et en fait, voilà, on continue en ne disant rien, on continue de perpétuer ce racisme insidieux, ce racisme de tous les jours. Et donc je vous invite à casser l'ambiance et à juste, il y a des techniques juste de questionner, en fait, pourquoi est-ce que tu dis ça,
très simplement, d'aller, sans rentrer directement. Bon, il y a plusieurs options, évidemment, mais moi, je suis quand même aussi pour le faire avec diplomatie en général, mais c'est vraiment questionner la personne de pourquoi est-ce que tu dis ça. Et là, ça va... la personne, du coup, d'un coup, elle bégaye, elle sait plus. Ouais, moi je le fais souvent avec mon père et c'est hyper intéressant parce que du coup, j'entends, c'est vraiment des fois des stéréotypes ou des clichés racistes et je l'attrape là-dessus et en fait, quand on pousse un peu le truc, je vois qu'il n'y a pas de fondement. Mais que c'est juste quelque chose que comme tu répètes bêtement, en fait, à un moment donné, je dis mais viens, on arrête parce qu'en fait, ça on dit pas en fait, on dit plus et stop. Il faut oser le faire, notamment quand on est blanc, de oser casser l'ambiance parce que je trouve qu'aussi c'est notre responsabilité à nous ou quand nous, on nous le dit, ne pas tomber dans la fragilité blanche et se mettre à pleurer ou s'énerver, qui sont aussi des réactions de fragilité blanche, de tout de suite dire non mais moi je suis pas comme ça, je suis une bonne personne. Tu parlais du fait d'être une bonne personne moralement, en fait d'accepter la remise en question parce qu'en fait comme on vit dans des sociétés qui sont profondément discriminantes, accepter qu'on a tous des biais racistes. Et voilà, l'accepter. Et quand on nous le dit, tu fais « Ok, d'accord, merci de me l'avoir dit et je ferai plus attention la prochaine fois où je vais aller lire un livre et où je vais aller m'éduquer. » quoi. Oui, par rapport... ça me parle beaucoup ce truc d'aller confronter les personnes en repas de famille, etc. Parce que en fait, en tant que personne racisée, on voit plein de stories de personnes blanches, surtout aux alentours de Noël, qui disent « Ah, j'en peux plus de mon oncle raciste, j'en peux plus. » Et j'ai dit « Mais moi, en fait, je ne veux plus voir aucune de tes stories où tu te plains de ton oncle raciste si c'est pas une story où tu me dis que tu l'as remis en question. » En fait, j'en ai marre qu'en tant que personne blanche, tu te plaignes de « Oh là là, franchement, ma famille de droite, insupportable. » Mais en fait, je veux juste entendre le fait que, en fait, du coup, t'as pris les devants et tu l'as questionné et t'as fait en sorte de le faire évoluer quand c'est possible et que t'as fait en sorte de faire en sorte qu'il puisse être moins violent envers des personnes racisées. Parce qu'en fait, juste prendre du racisme en tant que personne blanche, c'est désagréable, mais c'est pas violent, en fait. Et du coup, et c'est un truc qui a tourné auprès de plusieurs personnes racisées, là, aux environs de Noël cette année, ce truc de, en fait, on veut plus vous entendre vous plaindre, si on veut vous entendre vous dire que, en fait, vous avez agi, quoi. Et moi j'avais une appel avec une amie blanche là à Noël qui était en mode ah oui moi c'est bon maintenant je laisse couler, je veux passer maintenant des bons repas, etc. Je me dis mais qu'est-ce que tu racontes, parce que nous on peut pas laisser couler ça. Oui, c'est vraiment avoir la possibilité et le privilège de laisser couler, quoi. Moi, je rebondis sur ce que tu disais, Joe. Il y a accepter la critique. On va pas réussir à déjouer des siècles et des siècles de racisme en un coup de baguette magique. Et on va se tromper, on va faire des erreurs. Mais comme, en fait, ça fait partie de l'apprentissage, je pense qu'il y a un truc, en tant qu'adulte, on a beaucoup plus de mal à accepter de faire des erreurs, alors que quand on était enfant, par exemple, quand on a appris à marcher, on est tombé en moyenne 1000 fois, et pourtant on a continué de le faire. Et ça, on oublie beaucoup quand on est adulte, en fait. On se dit, voilà, j'ai décidé ça et j'aimerais pouvoir le faire de façon parfaite en 3 secondes et demie. En fait, non, c'est un apprentissage, et donc il va y avoir des erreurs, et il va falloir accepter la critique. Je crois que le mot d'ordre, c'est s'informer et communiquer. C'est le plus probable. C'est-à-dire, on ne peut pas communiquer si on n'est pas informé. Il y a tellement d'outils sur la question pour s'informer. Et il ne faut pas s'informer et garder pour soi, comme tu disais. Une fois qu'on s'est informé, on communique. C'est très important pour les luttes que nous mettons, en fait. Et surtout la nôtre, celle du racisme et de l'homophobie. Ouais. Et moi, je rajouterais aussi écouter. Écouter notamment les réalités des personnes racisées sans se réapproprier leurs histoires et leurs luttes, mais et ne pas minimiser surtout les vécus. Voilà. En fait, quand une personne va se confier, déjà, écoutez-la et ne la remettez pas en question, et surtout minimisez pas ce qu'elle a vécu, ou dire « Non, mais je crois peut-être que t'as mal compris, en fait, ça se voulait pas si... » Moi, je trouve ça encore plus violent, en fait. C'est de rajouter une couche sur ce que la personne a déjà vécu de rejet ou d'humiliation. Puis c'est infantilisant aussi. Il y a un truc où, en fait, nous, les violences racistes, on en a vécu plein. Les violences sexistes, on en a vécu plein, etc. Les violences homophobes aussi. Et du coup, en fait, on a l'expérience. Donc nous, on sait dire quand est-ce que là, c'était sexiste, quand est-ce que là, c'était raciste, quand est-ce que là, c'était homophobe. Faites-nous confiance, c'est nous qui avons l'expérience, en fait. Un dernier petit conseil ? Est-ce que moi j'en ai un dernier ? Si, et en parler en fait.
parler du racisme, parler du privilège blanc, parler des colonies françaises toujours existantes, ou passées, enfin voilà, oser en fait aborder ces sujets-là en tant que personne blanche et ne pas toujours se reposer sur les personnes racisées pour en parler. Ce que je conseillerais aussi, c'est, une fois qu'on a parlé, c'est aussi agir de manière concrète et efficace, passer à l'action. Je vois par exemple... un exemple qui me vient, c'est que du coup en France on a un système de santé qui est mieux que dans d'autres pays. On a accès à pas mal notamment de matériel paramédical, etc. Gratuitement, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays parce que c'est des pays plus pauvres à cause de la colonisation et notamment entre la France et le Maghreb, il y a les personnes racisées ont toujours mis en place des réseaux de solidarité, c'est-à-dire qu'en fait je vais récupérer les médicaments qui sont gratuits en France pour les envoyer au Maghreb, etc. C'est des réseaux qui existent depuis très longtemps et qui sont super utiles et dans lesquels il n'y a aucune personne blanche. Alors qu'en fait, des actions concrètes comme ça, vous pouvez les faire et en plus, vous pouvez les faire de manière moins douloureuse. Parce que nous, en tant que personnes racisées en France, quand on va chez le médecin, on va avoir le racisme médical, tout ce qui va être le syndrome méditerranéen, même si ce terme, il fait pas sens pour moi parce que il est franco-centré. La Méditerranée, c'est ce qui sépare la France du Maghreb, mais c'est tout en fait. Et je veux dire, en fait, il y a plein de personnes racisées qui viennent pas de pays qui sont au bord de la Méditerranée, mais comme la France l'est, on utilise ce terme-là. Mais donc voilà, en fait, nous, on va se mouiller, on va mettre en place ces réseaux de solidarité, etc., alors que on est violenté pendant qu'on le fait. Alors que les personnes blanches, vous avez complètement la possibilité de le faire sans aucun souci. Vous pouvez tranquillement demander du Doliprane, demander des bas de contention, des attelles, etc. à votre médecin sans qu'ils se disent que vous êtes en train d'inventer une entorse ou une douleur. Donc faites-le en fait, observez ce que les personnes racisées font et intégrez-vous dans ces réseaux de solidarité-là, quoi. Je crois que c'est assez intéressant parce qu'en fait là, même auprès du public que nous accompagnons, parfois on remarque ce type de discrimination. Parfois, quand ces personnes arrivent, ce sont des personnes, en fait, j'ai eu à avoir un acte comme ça dans une entreprise dont je tairai le nom, où quand j'ai demandé à être promu, on m'a dit « Ah, n'oublie pas d'où tu viens ». On m'a carrément dit ça comme ça. Le public que j'accompagne, que nous accompagnons à Dreams, on essaie toujours de leur faire comprendre, de leur inculquer au fait que non, en fait, votre identité n'est pas migrant ou demandeur d'asile, en fait. Vous êtes Thomas, vous êtes Pierre, vous êtes Diakité, vous êtes quelqu'un, en fait. Ne vous réduisez pas à le fait de votre traversée de la mer ou de votre traversée du désert, non, en fait. Avant d'y arriver, vous avez fui votre pays pour une raison assez ignoble. L'homophobie, la guerre. Cela ne retire en rien toute la connaissance que vous avez acquérie dans votre pays. Cela ne retire en rien votre autorité, votre personne. Donc, ce que nous demandons aussi à ces personnes, c'est de se dire au fait que, pas parce que cette personne a fui son pays que cette personne n'est rien. En fait, cette personne, au fait, elle a reçu la même éducation que vous, voire même au-delà. Donc, du coup, on nous interpelle les gens, comme tu disais, à avoir cette discussion d'écoute, d'information et de communication avec cette personne. Pas au-delà de vouloir infantiliser la personne parce qu'elle aurait subi tel ou tel ou parce qu'elle aurait eu un parcours qu'on pense parfois franchement. Donc c'est un peu le message que Dreams aimerait passer aux auditeurs, de se dire au fait, non, en fait, nous ne sommes pas de personnes moindres, nous ne sommes pas des personnes diminuées parce que nous avons quitté notre pays pour un pays. Nous avons quitté notre pays, il y a des conséquences, il y a eu des causes qui ont conduit à cela. Merci beaucoup. Et par rapport aux personnes migrantes, je trouve ça aussi important de ne pas avoir les mêmes attentes. On entend beaucoup que quand une personne migrante arrive en France, elle doit repartir à zéro, etc. C'est faux, elle ne doit pas repartir à zéro. Elle repart de moins 1000 en fait. Elle repart avec en plus le racisme, avec en plus tous les préjugés, avec en plus tous les traumas, avec en plus... Et donc ça, c'est important de s'en rendre compte en fait. Parce que du coup, on va observer l'évolution sociale, quoi que ça veuille dire, des personnes issues de l'immigration, de la même façon qu'on observe celle des personnes blanches, alors qu'en fait on part pas du même endroit en fait, et du coup il y a sûrement beaucoup plus de chemin qui a été parcouru, mais juste il est pas regardé quoi, et il est pas valorisé, il est pas considéré. Merci pour tous ces conseils. On va clôturer cette partie en écoutant Robin DiAngelo nous donner un exercice pratique pour devenir un ou une alliée antiraciste.
I would give them a simple exercise. Je leur donnerai un exercice très simple. Prenez un bout de papier et commencez à lister toutes les raisons pour lesquelles vous ne savez pas quoi faire au sujet du racisme. Et cette liste, c'est votre plan d'action, ce que vous devez faire. Ça va prendre du temps, ce ne sera pas facile, mais cette liste, c'est un point de départ. Par exemple, vous avez écrit « On ne m'a rien appris sur le racisme ». Bon, on est en 2021 et il y a énormément de ressources extraordinaires disponibles. Donc la première chose à faire, c'est de les explorer en profondeur, de lire des livres écrits par des personnes de couleur, de regarder des films, d'écouter des podcasts, de se plonger dans toutes ces réflexions et ces ressources éducatives. Peut-être que vous avez écrit « Je n'ai pas de personnes racisées autour de moi avec qui je pourrais parler de ça ». Bon, alors il va falloir sortir de votre zone de confort et établir de nouvelles relations. Un autre élément de la liste pourrait aussi être, si vous êtes honnête, je n'ai pas cherché à savoir. Mais bon, malgré ça, il y a quand même des gens qui vont dire « Mais qu'est-ce que je fais ?» Et ensuite, ils ne vont rien faire du tout. Ils vont juste se dire « C'est pas moi le problème, moi ça va, je sais déjà tout ce que je dois savoir. » Cette arrogance-là aussi, il faut faire attention. So check that arrogance. Robin DiAngelo est une sociologue, autrice et militante antiraciste états-unienne. Elle est principalement reconnue pour ses travaux sur le concept de blanchité et pour avoir introduit le terme fragilité blanche en 2011. En 2018, elle a publié un livre intitulé « Fragilité blanche, ce racisme que les Blancs ne voient pas ». Dans cet ouvrage, elle explore les réactions défensives des personnes blanches face aux discussions sur le racisme. Et il est traduit en français, donc plus aucune excuse. On arrive à la fin de cette émission consacrée aux privilèges blancs. Le podcast sortira en 2 épisodes et sera disponible sur YouTube et sur Spotify. Un immense merci à Lei de Bambaritfa et à Christian de Dreams qui ont partagé leurs expériences et leurs connaissances sur ce sujet. Auditeurs, si vous souhaitez aller plus loin, on mettra en descriptif du podcast toutes les ressources citées dans l'émission. Le podcast sera disponible prochainement. Notre prochaine émission aura lieu le 21 avril. Merci pour votre écoute. Grand merci à Claire à la régie et un merci à Canal Sud pour cette belle opportunité de venir vous conter nos vérités. On se quitte en musique avec Chegué, un duo afro-punk qui mélange rythme afro-cubain et trans-électro pour un son explosif. Derrière ce projet, il y a Fatih, chanteuse et parolière originaire du Kinshasa au Congo, et Daku, producteur et percussionniste natif de banlieue parisienne. Ensemble, ils créent une musique puissante entre chants en anglais et lingala, une véritable claque musicale et sonore pour finir en beauté. Place à Chegué et son morceau Sing My Song.